La nuit dernière était parfaite? Elle ne saura jamais. C'est ce que disait le message. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas annulé. Je me suis tenu à leur côté mon futur époux et ma demoiselle d'honneur en souriant. Jusqu'à ce que je dise, au lieu des vœux, j'aimerais lire quelques messages à voix haute. Le château de Bellefleur était tout ce dont je rêvais depuis que j'étais une petite fille. 3 jours avant mon mariage et les jardins ressemblaient à un conte de fées, de vastes pelouses vertes. Une fontaine qui capturait le soleil de fin d'après-midi juste comme il fallait, et l'ancienne chapelle Saint-Nicolas où demain je deviendrai Madame Laurent Dubois. Je m'appelle Béatrice Caldwell. Dans 72 heures, je devais épouser l'amour de ma vie. Tiens-toi tranquille, ma belle. Cet ourlet ne va pas se réparer tout seul, dit Madame Dubois. La couturière qui travaillait sur ma robe depuis des mois. Elle s'agenouilla à mes pieds, des épingles entre les lèvres, effectuant les derniers ajustements à ma robe. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone à nouveau. Sophie était en retard. Ma petite sœur et demoiselle d'honneur avaient promis d'être là pour la dernière essayage, mais c'était ça, Sophie. Perpétuellement en retard sur son propre emploi du temps. Désolé du retard. La porte s'ouvrit en grand et la voilà, un tourbillon d'énergie et de parfum de créateur. Ma sœur faisant toujours une entrée. Le trafic était insensé. Et puis j'ai dû m'arrêter pour prendre un café parce que, tu me connais sans caféine. J'ai souri malgré mon agacement. C'est bon. Tu es là maintenant. Sophie laissa tomber son sac et me fit le tour, les yeux écarquillés. Bérénice, tu es magnifique. Laurent va perdre la tête quand il te verra. Quelque chose dans son ton m'a prise au dépourvu. Ce n'était pas seulement la fierté fraternelle. Il y avait quelque chose d'autre. Mais avant que je puisse analyser plus en profondeur. Elle me serra dans ses bras, et j'ai senti une odeur familière. Tu portes le parfum de Laurent, ai-je demandé en me retirant. Sophie rit, jetant ses cheveux sombres par-dessus son épaule. Oh. Ça. Oui, je l'ai emprunté quand je suis passé chez toi hier. Juste pour rigoler, tu sais, pour le taquiner au dîner ce soir. Ça te dérange? J'ai forcé un rire. Non, c'est drôle. Il va trouver ça amusant. Mais quelque chose me semblait étrange, comme un tableau mal accroché. J'ai mis de côté cette pensée, l'attribuant à la nervosité avant le mariage. Le reste de l'après-midi s'est passé dans un brouillard d'arrivée. Des cousins de Normandie, ma colocataire d'université Élodie. Les parents de Laurent avec leur tenue parfaitement coordonnée et leur sourire forcé. Pendant tout ce temps, j'ai continué à jeter un œil à mon téléphone. Attendant que Laurent envoie un message disant qu'il était arrivé au château de Bellefleur. Quand il est finalement arrivé, quelque chose semblait différent. Il m'a serré fort dans ses bras. Mais ses yeux balayaient la pièce, sans jamais vraiment se fixer sur les miens. Tout va bien, ai-je demandé en touchant son bras. Oui, juste des trucs du travail. Il a vérifié à nouveau son téléphone. Urgence client. Rien que je ne puisse gérer. Laurent était toujours comme ça avec son cabinet d'architecte. Dévoué, parfois à l'excès. J'ai hoché la tête. Comprenant, mais une petite voix au fond de mon esprit murmurait que quelque chose n'allait pas. Le dîner de répétition ce soir-là fut une magnifique affaire sur la terrasse du jardin du château de Bellefleur. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. Et l'air de la fin de l'été était chaud et doux, parfumé de roses. J'aurais dû être complètement heureuse. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à observer Laurent. La façon dont il continuait de vérifier son téléphone sous la table, la façon dont son rire semblait forcé. Puis vinrent les discours. Chloé, ma meilleure amie depuis l'université, commença par un discours sincère sur la recherche de quelqu'un qui voit votre vraie personnalité. Elle a terminé en levant son verre à moi et Laurent. Mais ses yeux se sont attardés sur moi avec une question que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis Sophie s'est levée, coupe de champagne à la main. Sa robe noire attrapant la lumière d'une manière qui a fait tourner plusieurs têtes. À ma grande sœur et son presque mari, commença-t-elle, sa voix portant sur la terrasse. Bérénice a toujours été la prudente, la planificatrice, la perfectionniste. Et Laurent, fit-elle une pause, son sourire se transformant en quelque chose de plus personnel. Eh bien. Laurent aimait les filles sauvages à l'université, n'est-ce pas? Quelques rires gênés ont parcouru la foule. J'ai senti mes joues rougir en jetant un coup d'œil à Laurent.
dont le visage était devenu rigide, mais les contraires s'attirent. Sophie a continué avec aisance. Et je n'ai jamais vu deux personnes plus parfaitement incompatibles de toutes les bonnes manières. Elle leva plus haut sa coupe pour Bérénice et Laurent. Que votre mariage soit aussi beau que ce mariage pour lequel nous avons dépensé beaucoup trop d'argent. Tout le monde a ri et a bu. Le moment semblant sauvé. Mais j'ai regardé la main de Laurent tressaillir, renversant du vin rouge sur la nappe blanche. Il a murmuré une excuse et s'est rapidement excusé. Je devrais aller le voir. Ai-je dit en commençant à me lever. Chloé a attrapé mon poignet. C'est un grand garçon. Il peut se nettoyer. Ses yeux étaient sérieux, me cherchant du regard. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr. Regarde juste le langage corporel entre ces deux-là. Ces deux-là qui? Ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Ta sœur et ton fiancé. La voix de Chloé était basse. Mesurée. Je ne dis pas que quelque chose se passe. Fais juste attention. Je voulais ignorer son inquiétude, mais Chloé avait toujours été celle qui observait dans notre amitié. Elle remarquait des choses que les autres manquaient. Pourtant, c'était Sophie, ma sœur, et Laurent, l'homme que j'allais épouser. L'idée même était absurde, n'est-ce pas? Le lendemain matin. Nous avions prévu une séance photo avant le mariage dans les jardins du château de Bellefleur. Le photographe nous a fait poser près de la fontaine sous le vieux chêne à côté du mur de pierre recouvert de lierre. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point Laurent et Sophie tombaient facilement en conversation entre les prises, des blagues privées, des commentaires chuchotés. Le genre d'intimité confortable qui vient des secrets partagés. Laurent, puis-je emprunter ton téléphone, ai-je demandé pendant une pause. Je veux montrer à maman la chanson à laquelle nous pensions pour notre première danse. Il a hésité une seconde. Ma batterie est presque morte. Utilise la tienne. La mienne est en charge dans une pièce. À contre-cœur, il m'a tendu son téléphone. Il était verrouillé par un code. Depuis quand Laurent verrouille-t-il son téléphone? Nous avions toujours eu une politique de transparence avec nos appareils respectifs. Quel est ton code? Ai-je demandé en gardant ma voix légère. Avant qu'il ne puisse répondre. Sophie a appelé de l'autre côté de la pelouse. Laurent, le photographe te veut pour une photo avec les témoins. Il a repris rapidement le téléphone. Je te montrerai la chanson plus tard. D'accord? Il n'y a que des choses du travail dessus. Des emails clients ennuyeux. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un étrange sentiment de vide dans ma poitrine. Des trucs du travail. Il avait dit ça hier aussi. Ce soir-là, ma mère m'a accosté dans la suite nuptiale pendant que je me préparais pour le dîner. Bérénice, ma chérie, arrête de trop penser à tout. Clara Caldwell a dit, en ajustant mon collier avec ses doigts manucurés. À 55 ans, ma mère faisait toujours tourner les têtes par son apparence soignée et sa posture rigide. Je peux presque entendre ton cerveau s'agiter. Je vais bien, maman. Un marié nerveux n'est qu'une tradition, continua-t-elle, ignorant ma réponse. Ton père était une épave avant notre mariage. Ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir. Les hommes traitent simplement les choses différemment. J'ai hoché la tête, ne voulant pas en parler. Ma mère vivait dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Dans son esprit, un mariage parfait signifiait un mariage parfait, et rien ne pouvait perturber ce récit. Certainement pas mon malaise croissant. Pendant qu'elle s'occupait de mes cheveux, un souvenir a surgi soudainement. Le réveillon du Nouvel An il y a 2 ans. Une fête dans la maison de plage de mon cousin. Sophie avait disparu pendant plus d'1 heure, et quand elle est revenue, elle était étrangement silencieuse pour le reste de la nuit. Je me souvenais avoir cherché Laurent pour compter le compte à rebours jusqu'à minuit, incapable de le trouver jusqu'à la dernière minute. Il avait prétendu aider quelqu'un pour un problème de voiture. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, le souvenir prenait une nouvelle forme inconfortable. Maman? Ai-je dit lentement. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange entre Laurent et Sophie? Les mains de Clara se sont figées dans mes cheveux. De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Juste la façon dont ils agissent parfois. Elle s'est retournée pour me faire face, son expression sévère. Béatrice Caldwell. Il reste 3 jours avant ton mariage. Quoi que ce soit, de l'anxiété.
des doutes, peu importe. Tu dois le mettre de côté. Tu comprends? J'ai hoché la tête automatiquement, comme je le faisais toujours quand ma mère utilisait ce ton. Bien. Elle s'est légèrement adoucie. Ta sœur t'adore et Laurent est fou de toi. Ne crée pas de problème là où il n'y en a pas, plus tard cette nuit-là, après le dîner. Laurent m'a embrassé au revoir à la porte de ma suite. Tu ne restes pas, ai-je demandé, surprise. Marquez les gars veulent que je dorme dans la suite des témoins ce soir. Tu sais. La tradition et tout ça. Depuis quand Laurent se souciait-il de la tradition? Nous vivions ensemble depuis plus d'1 an. Mais je n'ai pas insisté. D'accord, à demain alors. Il m'a embrassé à nouveau, s'attardant cette fois. Je t'aime, Bérénice. Tu sais ça, n'est-ce pas? Je sais. J'ai souri. Je t'aime aussi. Après son départ. Je suis resté debout au milieu de ma suite nuptiale, entouré de fleurs blanches et de champagne et de tous les attributs d'un mariage imminent. Et pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment dans mon estomac. Pas des papillons, mais quelque chose de plus lourd, de plus sombre. J'aimerais ne pas toujours tout expliquer. Ai-je murmuré à la pièce vide avant de me coucher seul. Le sommeil vint par intermittence, hanté par des rêves de portes fermées à clé et de conversations chuchotées juste hors de portée. Le matin de mon mariage s'est levé clair et parfait. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux de ma suite nuptiale, projetant tout dans une lueur de miel qui semblait promettre le bonheur. Je me suis réveillé tôt avant mon réveil, me sentant étrangement calme. Les doutes et l'inquiétude qui m'avaient tourmenté hier semblaient lointains maintenant. Comme une tempête qui était passée dans la nuit. Je me suis glissé hors du lit, j'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine du château de Bellefleur. Il était juste après 6 heures. Personne ne serait encore là. Je voulais un moment de calme, une tasse de café en paix, avant que le chaos de la journée ne commence. La cuisine était silencieuse et immobile, la lumière du matin inclinée sur les comptoirs en marbre. J'ai mis la cafetière en marche et je me suis appuyé contre le comptoir, prenant de profondes respirations de l'air frais du matin. C'est là que je l'ai vu. Le téléphone de Laurent posé sur le comptoir près de la corbeille à fruits. Il a dû descendre pour une collation de minuit et l'a oublié. Contrairement à moi, Laurent ne pouvait jamais dormir lorsqu'il était stressé. Je l'ai ramassé sans réfléchir. L'écran s'est allumé. Aucune demande de mot de passe. Il était déverrouillé. Mon pouce a hésité sur la surface. Je n'ai jamais été du genre à fouiner. La confiance était tout pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu. Un aperçu de notification. Un message de Sophie. Mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine. Avant que je puisse me dissuader, j'ai tapé sur l'icône de message. Le voilà. Le nom de ma sœur. Et en dessous. Des mots qui ont glacé mon sang. La nuit dernière était parfaite. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle ne saura jamais. Mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, faisant défiler l'historique des messages. Il y avait des mois de messages, de rencontres secrètes, de blagues entre initiés, de photos que je n'osais pas ouvrir. Des épingles de localisation déposées dans des hôtels, dans des parcs. Dans des endroits où je pensais que l'un d'eux était seul. J'aimerais que tu puisses rester plus longtemps. Je déteste lui mentir. Encore une fois avant le mariage. La pièce semblait basculer. J'ai agrippé le comptoir pour me stabiliser, puis je me suis dirigé vers la salle de bain attenante à la cuisine, verrouillant la porte derrière moi. S'enfonçant au sol. J'ai parcouru message après message, chacun étant un autre clou dans le cercueil de ma relation. Ils couchaient ensemble depuis des mois. Ma sœur et mon fiancé. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à lire et relire, essayant de donner un sens différent aux mots de ce qu'ils disaient si clairement. Minutes ou heures plus tard, un coup à la porte de la salle de bain m'a fait sursauter. « Bérénice, tu es là ?» C'était la voix inquiète de Chloé. J'ai ouvert la porte. Un coup d'œil à mon visage lui a tout dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, entrant et fermant la porte derrière elle. Sans un mot, je lui ai tendu le téléphone. J'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait. Son expression passant de la confusion à l'incrédulité à une colère froide et contrôlée que je n'avais vue que quelques fois dans notre décennie d'amitié.
Quand elle a finalement levé les yeux. Sa voix était mortellement calme. Dis-moi ce que tu veux faire. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, creuse, distante. Je ne sais pas quoi faire. Chloé a posé une main sur mon épaule. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Mais Bérénice, ses yeux ont rencontré les miens. Tu ne peux pas l'épouser. Pas maintenant. J'ai hoché la tête lentement. Le choc initial s'estompait, laissant place à autre chose. Quelque chose de net et de clair et de froid. J'ai besoin de réfléchir. Nous sommes retournés dans ma suite par l'arrière, évitant le hall principal où les invités et la famille allaient bientôt se rassembler. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. 1 heure plus tard, alors que les assistants de ma mère s'affairaient avec des trousses de maquillage et des outils pour cheveux, Sophie est entrée dans la suite nuptiale. Son sourire était éclatant. Ses yeux clairs. Pas une once de culpabilité ou de honte. Bonjour mariée, chanta-t-elle, posant son sac sur une chaise. Comment te sens-tu? Nerveuse? Excitée? Les deux. Je l'ai regardée dans le miroir pendant qu'elle discutait avec ma mère, serrait Chloé dans ses bras et se versait un mimosa. Comment pouvait-elle agir si normalement? Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux, Sophie? Ai-je dit finalement, ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Peux-tu m'aider avec mon maquillage? Je voulais être parfaite. Bien sûr, dit-elle en bondissant, impatiente d'aider, sans jamais suspecter que je savais. Alors qu'elle se penchait pour appliquer mon fond de teint. J'ai cherché dans son visage tout signe de remords, le moindre signe d'inconfort. As-tu vu Laurent hier soir? Ai-je demandé distraitement. Après le dîner. Pas une pause dans ses coups de pinceau. Non. Pourquoi n'était-il pas avec les gars? Le mensonge a glissé de sa langue si facilement. Ma propre sœur me regardant droit dans les yeux et mentant sans hésitation. Je me demandais juste, ai-je dit. Il a oublié son téléphone dans la cuisine. Y avait-il un léger resserrement autour de ses yeux? Un bref arrêt dans ses mouvements? Si c'est le cas, elle s'est vite remise. Oh, il oublie toujours ce truc. Tu veux que je le lui apporte? Non, ai-je dit, croisant son regard dans le miroir. Je m'en occupe. Tout au long de la matinée, pendant que les cheveux étaient coiffés et le maquillage appliqué. Pendant que ma mère s'occupait des détails et que les invités commençaient à arriver, je suis resté étrangement calme. Chloé n'arrêtait pas de me regarder, inquiète. Mais j'avais pris ma décision. Je ne vais pas les confronter, lui ai-je dit quand nous avons eu un moment seul. Pas encore, Bérénice. Donnons-leur leur journée parfaite, ai-je dit, un étrange sourire aux lèvres. Laissons-les croire que tout se déroule comme prévu. Chloé a étudié mon visage, puis a hoché la tête lentement. D'accord, je te fais confiance. Quel est le plan? Pendant que Sophie était occupée avec le photographe, j'ai pris le téléphone de Laurent et je lui ai transféré les messages les plus accablants. J'ai pris des captures d'écran de conversation. Les ai sauvegardés sur mon compte cloud, puis j'ai soigneusement supprimé toute trace de mon enquête numérique. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais des preuves. Ce soir-là. Après que tout le monde se soit couché, je me suis assise seule dans ma suite, ma robe de mariée accrochée comme un fantôme dans un coin. À la lumière d'une seule lampe. J'ai réécrit mes vœux en quelque chose de complètement différent, un discours qui changerait tout. Si je parle maintenant, je sais que je ne serai plus jamais la même. Ai-je murmuré en pliant le papier et en le glissant dans ma pochette. Et ce n'est pas grave. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison. J'ai ressenti autre chose que le choc ou l'engourdissement. Je me suis sentie puissante. Demain n'allait pas se passer comme prévu, mais il allait se passer exactement comme il le fallait. La journée de mariage s'est déroulée comme un beau rêve, ou du moins, elle l'aurait fait si je n'avais pas été pleinement consciente du cauchemar qui se cachait en dessous. Ma robe de mariée. Une création bustier de dentelle et de soie, semblait différente maintenant que les assistants de ma mère m'aidaient à l'enfiler. Pas le vêtement de joie que j'avais imaginé. Mais une armure pour la bataille à venir. Tu es radieuse, a dit ma mère, en ajustant mon voile avec des larmes dans les yeux. Absolument parfaite. J'ai souri doucement. Croisant son regard dans le miroir. Merci, maman. Si elle a remarqué quelque chose d'étrange dans ma deméanor, elle ne l'a pas mentionné.
Clara Caldwell avait passé sa vie à perfectionner l'art de ne pas voir ce qui ne cadrait pas avec son récit. Sophie virevoltait autour de moi, redressant ma traîne. Me tendant mon bouquet de pivoine blanche et de roses. Chaque contact de ses mains ressemblait à une trahison maintenant, chaque sourire un mensonge. Je l'ai regardée dans le miroir pendant qu'elle s'essuyait les yeux. Je n'arrive pas à croire que ma grande sœur se marie, a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. Était-ce de la culpabilité, du remords, ou juste la performance de la belle demoiselle d'honneur? Crois-le, ai-je répondu, ma voix stable. Le cortège s'est aligné à l'entrée de la chapelle Saint-Nicolas. À travers les vieilles portes en bois, j'ai entendu le quatuor à cordes jouer. Le murmure de 200 invités attendant le début de la cérémonie. Mon père est apparu à mon côté, beau dans son smoking, m'offrant son bras. « Prête, ma chérie ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Les portes se sont ouvertes. La musique a enflé. Une par une, les demoiselles d'honneur ont défilé dans l'allée. Chloé la dernière. Se tournant à l'autel pour croiser mon regard. Le léger signe de tête qu'elle m'a donné était presque imperceptible, mais il m'a rassuré. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas seul. Puis ce fut mon tour. Mon père et moi avons franchi le seuil, et tout le monde s'est levé. J'ai vu des visages tournés vers moi, souriants, expectants, émus. Et au bout de l'allée, Laurent attendait. Beau dans son smoking noir. Son expression mêlant nervosité et quelque chose qui aurait pu être de l'amour, si je ne savais pas mieux. Chaque pas dans l'allée semblait délibéré. Comme si je marchais non pas vers mon avenir, mais vers la vérité. J'ai souri doucement, mes yeux ne quittant jamais le visage de Laurent. L'a-t-il vu? La connaissance dans mes yeux. L'acier sous mon sourire. S'il l'a fait, il n'a donné aucun signe. Quand nous avons atteint l'hôtel, mon père m'a embrassé sur la joue et a posé ma main dans celle de Laurent. Ses doigts étaient chauds, légèrement tremblants. Je les ai serrés doucement, regardant son visage, me demandant comment j'avais pu manquer les mensonges avant. Le pasteur Jean-Luc Dubois, qui me connaissait depuis l'enfance, s'est avancé avec un sourire chaleureux. Cher bien-aimé, commença-t-il, sa voix riche remplissant la chapelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de Béatrice Caldwell et Laurent Dubois en sainte union. J'ai laissé ces paroles me traverser, regardant la mère de visage. Ma mère au premier rang, s'essuyant les yeux avec un mouchoir monogrammé, Monsieur Dubois à côté d'elle, son expression stoïque comme toujours, et Sophie debout en face de Laurent. Serrant son bouquet, ses yeux passant de nous à nous. Le pasteur Jean-Luc Dubois a parlé d'amour et d'engagement, d'honnêteté et de confiance. Chaque mot ressemblait à un poignard. Soulignant le fossé entre ce qui aurait dû être et ce qui était. J'ai écouté, souriant aux moments appropriés. Serrant la main de Laurent quand le pasteur parlait de traverser ensemble les tempêtes de la vie. Le mariage ne doit pas être pris à la légère, continua le pasteur Jean-Luc Dubois. Mais avec révérence et sobriété. Laurent m'a jeté un coup d'œil, un petit sourire rassurant sur ses lèvres. Je lui ai rendu, pensant au message texte sur son téléphone. La nuit dernière était parfaite. Elle ne saura jamais. Si quelqu'un peut alléguer une cause légitime pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni en sainte union. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. La pause traditionnelle. La chapelle était silencieuse, à l'exception du doux bruissement des programmes et du cri lointain des oiseaux dehors. Personne ne parlait. Bien sûr, il ne parle pas, dit le pasteur Jean-Luc Dubois, se tournant d'abord vers Laurent. Laurent, voulez-vous commencer? Laurent s'éclaircit la gorge. Sortit un papier plié de sa poche et commença à lire. Sa voix était stable, confiante, la voix d'un homme qui pensait que ses secrets étaient en sécurité. Bérénice. Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, j'ai su que tu étais spéciale. Ta gentillesse, ton intelligence, ta beauté intérieure et extérieure, m'ont captivé. Je promets d'être fidèle et vrai. Continua-t-il. Chaque mot un beau mensonge. J'ai écouté, hochant la tête au bon moment, les larmes me remplissant les yeux, pas d'émotion, mais de l'audace pure de sa performance. Quand il eut fini, il y eut une admiration collective des invités. Et maintenant, Bérénice, dit le pasteur Jean-Luc Dubois en se tournant vers moi. Acceptez-vous Laurent Dubois comme votre époux légitime, pour l'avoir et pour le tenir à partir de ce jour, pour le meilleur ou pour le pire, pour le plus riche ou pour le plus pauvre?
Dans la maladie et dans la santé, pour aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était ça, le moment où tout a changé. J'ai regardé dans les yeux de Laurent, mon expression sereine. Puis j'ai levé lentement ma main, arrêtant le pasteur. Avant de dire oui, ai-je dit, ma voix claire et stable, portant jusqu'au fond de la chapelle. J'aimerais lire quelque chose à voix haute. Un murmure a parcouru les invités. Le pasteur Jean-Luc Dubois a cligné des yeux de surprise, mais a hoché la tête. Bien sûr. J'ai atteint la petite poche cousue dans ma robe et j'ai sorti mon téléphone. Les yeux de Laurent se sont légèrement écarquillés, une confusion traversant ses traits. Bérénice, a-t-il murmuré. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai souri, puis je me suis tourné pour faire face à nos invités. J'aimerais partager quelques messages que j'ai trouvés ce matin, ai-je dit. Ma voix inébranlable. Des messages entre mon fiancé et ma demoiselle d'honneur, ma sœur. Les murmures se sont amplifiés. Ma mère a à moitié quitté son siège, le visage angoissé. Bérénice. Qu'est-ce que c'est? J'ai levé à nouveau la main, la faisant taire d'un regard. Puis j'ai commencé à lire, ma voix claire et sans émotion. La nuit dernière était parfaite. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle ne saura jamais. J'ai fait une pause, laissant les mots planer dans l'air. J'aimerais que tu ne retournes pas dans sa chambre une fois de plus avant le mariage. Je déteste devoir te regarder l'épouser. Des exclamations ont retenti dans la chapelle. Le visage de Sophie était devenu pâle, son bouquet tremblait dans ses mains. Laurent s'est avancé vers moi, tendant la main pour attraper le téléphone. Bérénice, s'il te plaît. Je me suis reculé. Hors de sa portée. Il y a plus. Des mois de messages, des rencontres secrètes, des chambres d'hôtel. J'ai fait défiler le téléphone. Des plans faits pendant que je préparais notre mariage. Des mensonges racontés en face par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. La chapelle était devenue complètement silencieuse maintenant, le genre de silence qui pèse physiquement. Je pouvais sentir tous les regards sur moi, entendre tous les souffles retenus, et, la personne qui a envoyé ça, ai-je dit, ma voix craquant enfin légèrement, est ma demoiselle d'honneur. Ma sœur. Je me suis tourné pour regarder Sophie, dont le visage s'était effondré, les larmes coulant sur ses joues. Elle a fait un pas vers moi, sa bouche s'ouvrant pour parler. Bérénice. Regarde-moi. Une seule exclamation a brisé le silence, suivie du bruit de quelqu'un qui se levait brusquement, sa chaise raclant le sol en pierre. Puis d'autres murmures, s'amplifiant. Remplissant la chapelle du son du choc et du scandale. Je suis resté là, téléphone à la main, ma robe de mariée se sentant soudainement trop serrée, trop lourde. Mais mon dos était droit. Ma tête haute. En ce moment, entouré de chuchotements et de regards, je ne m'étais jamais senti plus seul ou plus libre. La vérité était dehors. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le silence qui a suivi ma révélation était assourdissant. 200 personnes ont retenu leur souffle en même temps, créant un vide sonore qui semblait s'étirer à l'infini. Puis, comme un barrage qui cède. Les murmures ont commencé. Ils ont commencé au fond de la chapelle Saint-Nicolas et se sont précipités vers l'avant dans une vague de murmures choqués et d'exclamations. Je suis resté parfaitement immobile, ma robe de mariée semblant soudain peser 1000 livres. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'avait pas craqué. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Maintenant, vous savez tous, ai-je dit calmement, en baissant le téléphone à mes côtés. Le pasteur Jean-Luc Dubois s'est éclairci la gorge, sa Bible à moitié fermée dans ses mains. Il a regardé entre Laurent et moi, puis Sophie, clairement perdu sur ce qu'il devait faire ensuite. Dans toutes ces années à officier des mariages. Je doutais qu'il ait jamais rencontré quelque chose comme ça. Laurent fut le premier à bouger. Il s'est avancé vers moi, le visage livide, tendant la main pour attraper la mienne. Bérénice. Je peux expliquer, a-t-il dit, la voix brisée. Le charme qui m'avait conquise il y a 3 ans avait disparu. À sa place, il y avait une panique nue. S'il te plaît, tu l'as déjà fait. Les jeux interrompus, ma voix douce mais ferme. Par message texte, son visage s'est effondré. Derrière lui, je pouvais voir ses témoins échanger des regards inconfortables. Se déplaçant d'un pied à l'autre, incertain s'il devait rester ou partir. Du coin de l'œil,
j'ai vu Sophie essayer de se diriger vers l'une des sorties latérales. Chloé, qu'elle soit bénie, s'est déplacée avec une vitesse surprenante dans sa robe de demoiselle d'honneur, se glissant doucement pour lui bloquer le passage. Ma sœur s'est figée. Son bouquet serré si fort que quelques pétales sont tombés sur le sol. Sophie, ai-je appelé, ma voix portant par-dessus les murmures croissants. Tu n'as rien à dire? Elle s'est lentement tournée pour me faire face, le mascara déjà striant ses joues pâles. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait tout nier. Au lieu de cela, elle s'est effondrée en sanglots convulsifs. C'était une erreur, a-t-elle crié, sa voix haute et tendue. J'étais ivre la plupart du temps. Ça ne voulait rien dire. J'ai légèrement incliné la tête, l'étudiant avec un détachement qui m'a surprise moi-même. Ça ne devrait rien te coûter de l'admettre, n'est-ce pas? Les murmures se sont amplifiés. Quelqu'un au fond s'est levé pour partir, suivi par un autre et un autre. Le mariage parfait se défaisait fil par fil. Ma mère est apparue à mon côté, son visage un masque rigide de composure. Même si ses yeux brillaient de panique. Elle m'a attrapé le coude avec des doigts d'acier. Béatrice Caldwell, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé si bas que la première rangée ne pouvait pas entendre? Nous avons 200 invités ici. La femme du préfet est au 3e rang. Les Dubois ont fait un don de 50 000 € à la campagne de ton père l'année dernière. Cela peut être géré en privé plus tard. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Clara Caldwell, la femme qui m'avait appris à sourire malgré l'inconfort, à maintenir les apparences à tout prix. L'architecte de mes manières parfaites et de mon mariage parfait, et si elle avait son mot à dire, de mon mariage parfaitement creux. Tu nous as appris à sourire à travers la trahison. Ai-je dit calmement. Je choisis de ne pas le faire. Avant qu'elle ne puisse répondre, le pasteur Jean-Luc Dubois a doucement fermé sa Bible avec un air de finalité. Ses yeux gentils ont rencontré les miens avec une compréhension inattendue. Je crois que cette cérémonie de mariage est reportée, a-t-il dit. Sa voix portant juste assez pour atteindre les rangées arrière. Sans un autre mot, il s'est écarté de l'autel et a descendu l'allée latérale vers la sacristie. Ce fut le signal dont les invités avaient besoin. Ils ont commencé à se lever, à rassembler leurs sacs et leurs programmes, chuchotant urgemment entre eux. Certains me regardaient avec pitié. D'autres avec fascination, quelques-uns avec quelque chose de proche du respect. Aucun d'eux ne savait quoi dire, alors la plupart n'ont rien dit du tout. Sortant des bancs dans un silence inconfortable. Alors que la chapelle se vidait, je suis resté debout à l'autel. Laurent à quelques mètres, tous deux échoués sur une île de promesses brisées. Sophie s'était effondrée sur l'un des bancs avant, sanglotant doucement, Chloé se tenant gardienne à ses côtés, les bras croisés. Monsieur Dubois, le père de Laurent, s'est approché de l'autel à pas mesurés. Son visage était comme du granit, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir un muscle tressauter sur sa joue. Je me suis préparé à la colère, à la faute. Mais quand il a parlé, ce n'était pas à moi. Tu as apporté la honte à notre nom de famille, a-t-il dit à son fils, la voix basse et contrôlée. Puis il a tourné les talons et est sorti sans un regard en arrière. Ma mère, quant à elle, avait récupéré suffisamment pour passer en mode contrôle des dommages. Elle s'est approchée de Sophie, la saisissant par le poignet. Monte en voiture maintenant, ordonna-t-elle, traînant ma sœur debout. Sophie tituba après elle, toujours en pleurant. N'osant pas me regarder pendant qu'elle passait. Alors que les derniers invités sortaient, ne laissant que le cortège et quelques fournisseurs stupéfaits derrière, Chloé s'est approchée de moi. Elle a doucement touché mon épaule, ses yeux pleins d'une fierté féroce. Tu n'as pas juste repris ton pouvoir, a-t-elle dit doucement. Tu as mis le feu à toute cette fichue maison. Un rire surpris m'échappa. Le premier son authentique que j'avais fait de la journée. Chloé a serré mon épaule, et à ce moment-là, j'ai su que j'allais bien. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais éventuellement. La chapelle était presque vide maintenant. Le quatuor à cordes avait remballé à mi-chemin. La fleuriste attendait maladroitement près de la porte. Clairement incertaine si elle devait commencer à retirer les arrangements. Le seul son était le bruit lointain de portes de voitures qui se fermaient alors que les invités fuyaient la scène de ce qui deviendrait sûrement le mariage-non-mariage le plus discuté de l'histoire du comté. J'ai commencé à me diriger vers la porte moi-même, prête à m'échapper quelque part au calme où je pourrais enfin tout traiter.
Mais Laurent a suivi, traînant après moi dans l'allée comme une ombre. Bérénice, s'il te plaît, a-t-il appelé, sa voix résonnant dans la chapelle presque vide. Au moins, laisse-moi expliquer. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai jamais prévu que tout cela arrive, continua-t-il, réduisant la distance entre nous. C'est juste arrivé. J'étais confus. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Maintenant. Je me suis retourné, lui faisant face avec des yeux clairs. Alors pourquoi continuais-tu à la choisir? La question planait entre nous. Simple et dévastatrice. Laurent a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Pour la première fois de sa vie choyée, il n'avait pas de réponse facile prête. J'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt. Le diamant de 3 carats qui m'avait semblé si lourd ces derniers mois. Prenant sa main, j'ai placé la bague dans sa paume et j'ai fermé ses doigts autour d'elle. Tu ne peux pas me blesser et me garder quand même, ai-je dit, ma voix stable malgré la tension dans ma gorge. Puis je me suis éloigné. Franchissant les portes de la chapelle Saint-Nicolas et sortant dans la lumière vive de l'après-midi. Ma robe de mariée traînait légèrement sur le chemin de pierre alors que je me dirigeais vers la fontaine au centre des jardins du château de Bellefleur. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'être seul. La fontaine gargouillait paisiblement, l'eau dégoulinant sur des anges de pierre sculptés, indifférente au drame qui venait de se dérouler. Je me suis assise sur son bord, sans me soucier si l'eau tachait ma robe. Qu'est-ce que ça pouvait faire maintenant? Pour la première fois de la journée, j'étais vraiment seul. Pas de mère qui rôde, pas de sœur qui trahit. Pas de fiancé qui ment, juste moi et le doux clapotis de l'eau contre la pierre. Je m'attendais à des larmes. Mais elles ne sont pas venues. Au lieu de cela, un étrange calme s'est installé en moi. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. Tu n'as jamais été ma maison, ai-je murmuré à Laurent, à la vie que j'avais cru vouloir. Juste le couloir par lequel je devais passer. Une nouvelle force s'est installée dans mes os alors que j'étais assise là. Ma robe de mariée drapée autour de moi comme une peau muée. Prête à entrer dans ce qui allait arriver. L'appartement semblait différent quand je suis revenu 3 jours plus tard. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Des classeurs de planification de mariage empilés sur la table basse, des photos encadrées de Laurent et moi sur la cheminée. Sa veste pendait toujours sur la chaise de la salle à manger. Et pourtant, l'espace semblait étranger, comme si j'étais entré dans une exposition de musée de la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis tenu au centre du salon, ma valise toujours près de la porte. Chloé avait proposé de venir avec moi, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. Avec des mouvements délibérés, j'ai commencé à retirer les photos une par une. Je ne les jetais pas. Je ne les déchirais pas en deux comme quelqu'un dans un film pourrait le faire. Je les retirais simplement, les empilant face cachée sur la table. Vint ensuite les classeurs de planification remplis d'échantillons, de contrats et de listes d'invités. J'ai fermé chacun sans le regarder et les ai mis dans une boîte. La tasse à café, Madame Dubois, un cadeau d'une collègue bien intentionnée, les sacs de week-end que nous avions achetés pour notre lune de miel à Bali. Chaque article est allé dans des boîtes. Une pour le don, une pour le stockage, une pour les déchets. J'ai travaillé méthodiquement pendant des heures, démantelant les preuves de notre relation pièce par pièce. Le soir, l'appartement semblait étrangement nu, mais il ressemblait à nouveau au mien. Mon téléphone était éteint depuis le jour du mariage. Je n'étais pas prête à faire face au barrage de messages et d'appels qui attendaient sûrement. Mais le 4e jour, assise dans mon appartement à moitié vide avec un verre de vin. Je l'ai finalement allumé. Les notifications ont afflué immédiatement, des dizaines d'appels manqués, des centaines de messages, de mails, d'alertes sur les réseaux sociaux. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, parcourant rapidement les noms qui comptaient. Chloé m'avait envoyé un message tous les jours, « Tu vas bien? Si tu as besoin de moi, dis-le. J'apporterai du vin et de la crème glacée. Ma mère, appelle-moi immédiatement. Nous devons discuter du contrôle des dégâts. Les Dubois menacent de nous poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Divers amis et parents, allant de l'inquiétude à la curiosité morbide. Et là, vers le bas de la liste, Sophie. Juste un message envoyé hier. S'il te plaît, parle-moi. J'ai posé le téléphone sans répondre à personne. Je n'étais pas encore prête.
2 jours de plus passèrent. Je suis retourné travailler à la galerie d'art, reconnaissante pour la distraction d'organiser la nouvelle exposition. Mes collègues étaient gentils mais prudents autour de moi. Clairement incertains de la façon d'aborder ce qui s'était passé. J'ai apprécié leur tenue. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. Pas un email ou un message texte. Une véritable lettre manuscrite sur du papier crème. L'écriture en boucle de Sophie sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose m'a arrêté. La même intuition qui m'avait poussé à lire ces messages textes sur le téléphone de Laurent. J'avais besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Peu importe à quel point cela faisait mal. À l'intérieur de l'appartement, je me suis préparé une tasse de thé avant de m'asseoir à la table de la cuisine pour lire la lettre de ma sœur. Bérénice, commença-t-elle. Je sais que tu dois me détester, et tu as toutes les raisons de le faire. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Mais je pense que tu mérites la vérité. Toute la vérité, pas seulement les bribes que tu as vues dans ces messages. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à lire. Ce n'était pas seulement la nuit avant le mariage. Cela avait commencé il y a plus d'1 an, à la fête d'anniversaire de maman et papa. Tu étais occupé à aider les traiteurs et Laurent et moi avons fini par parler sur la terrasse arrière pendant des heures. Rien ne s'est passé cette nuit-là, mais quelque chose a changé. Nous avons commencé à nous envoyer des messages, amicaux au début. La lettre continuait à détailler des moments que j'avais manqués. Un week-end où j'étais malade de la grippe et où Sophie était passée pour prendre de mes nouvelles pendant que je dormais. Des rencontres café qui ont eu lieu pendant que j'étais au travail. Un voyage d'affaires de Laurent auquel Sophie s'était secrètement jointe. Je sais que ça n'a pas d'importance, mais j'ai besoin de te dire pourquoi, continua la lettre. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être la fille inférieure. Tu étais la parfaite. Intelligente, gentille, prospère. J'étais la ratée, l'enfant sauvage, la déception. Maman le faisait clairement comprendre à chaque occasion. J'ai fait une pause, me souvenant de toutes les fois où notre mère nous avait comparés. Me prenant toujours comme exemple que Sophie devait suivre. Cela me mettait mal à l'aise même à l'époque. Quand Laurent m'a accordé de l'attention, m'a vraiment vu, c'était comme une drogue. Pour une fois, j'avais quelque chose que tu n'avais pas. Quelqu'un m'avait choisi en premier. C'était égoïste et horrible, et je me déteste pour ça. Mais c'est la vérité. J'étais brisé bien avant de briser ta confiance. La lettre continuait sur plusieurs pages. Une confession complète qui ne laissait rien de non dit. Au moment où j'ai fini de lire, des larmes coulaient sur mon visage, pas seulement pour ma propre douleur, mais pour la dynamique toxique qui avait empoisonné notre fraternité bien avant que Laurent n'entre en scène. Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait. Rien ne pouvait le faire, mais cela m'aidait à comprendre, et la compréhension était le premier pas vers ma propre guérison. Le lendemain matin, j'ai conduit chez mes parents. Je n'avais pas prévu de le faire, mais après avoir lu la lettre de Sophie, j'avais besoin de faire face à ma mère. Pas pour pardonner, pas encore, mais pour interroger. Clara a répondu à la porte dans un chemisier et un pantalon parfaitement repassé, ses cheveux fraîchement coiffés, même s'il était à peine 9 heures du matin. Ses yeux se sont écarquillés à ma vue. Bérénice, merci mon Dieu. J'ai essayé de te joindre pendant des jours. Elle a élargi la porte. Entre vite. Madame Dubois d'en face espionne les commérages depuis l'incident. Je l'ai suivie à l'intérieur dans le salon immaculé où rien n'était jamais déplacé, y compris nos émotions. Tu as embarrassé toute cette famille. Commença-t-elle avant même que je puisse m'asseoir. As-tu la moindre idée? Pourquoi nous mettais-tu toujours l'une contre l'autre, ai-je interrompu, ma voix calme. Elle a cligné des yeux. Prise au dépourvu. De quoi parles-tu? Sophie et moi. Tu nous comparais toujours. Tu as toujours clairement indiqué que j'étais la bonne et qu'elle était la déception. Pourquoi? Le visage de ma mère s'est durci. C'est ridicule. Je l'encourageais simplement à suivre ton excellent exemple. Non, ai-je dit en secouant la tête. Tu as fait de nous des concurrentes au lieu de alliés. Tu as transformé la fraternité en une compétition. Ceci n'a rien à voir avec le désastre de ton mariage, a-t-elle éludé.
se déplaçant pour redresser un coussin déjà parfaitement aligné. C'est complètement pertinent. Sophie a couché avec Laurent parce qu'il la faisait se sentir vue quand sa propre famille, surtout toi, ne voyait que ses défauts. La main de Clara s'est figée sur le coussin. Pendant un moment, son masque parfait a craqué, révélant quelque chose de vulnérable en dessous. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour vous deux, a-t-elle dit, sa voix plus petite. En nous faisant nous battre pour votre approbation. En nous apprenant que notre valeur résidait dans la qualité de notre performance. J'ai fait un pas vers elle. Quelle leçon était-ce, maman? Elle s'est effondrée sur le canapé. Semblant soudain plus âgée que ses 55 ans. Je ne connaissais pas d'autre moyen, a-t-elle admis après un long silence. Ma mère était la même avec ma sœur et moi. C'était une nouvelle information. Ma mère parlait rarement de son enfance ou de sa relation avec tante Isabelle, qui vivait de l'autre côté du pays et ne venait que pour les grandes vacances. Que s'est-il passé entre vous? Ai-je demandé, en m'asseyant à côté d'elle. Clara a fixé ses mains parfaitement manucurées. Nous avons concouru pour tout. L'attention de nos parents, les mêmes bourses, finalement le même homme. Elle m'a regardé, ses yeux brillants de larmes non versées. Ton père. Papa sortait avec tante Isabelle. C'était quelque chose que je n'avais jamais su. Elle hocha brièvement la tête à l'université. Avant qu'il ne me rencontre, quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle ne m'a jamais pardonné. Elle a dit que je le lui avais volé. Un sourire amer a effleuré ses lèvres. L'ironie, c'est que des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait eu une liaison avec ma cousine Sophie. Je lui ai pardonné. Mais je ne me suis plus jamais fait confiance à une femme autour de lui. Elle a attrapé un mouchoir dans la boîte sur la table basse. Je pensais que cacher la douleur me rendait plus forte. Je suis restée assise dans un silence abasourdi. Mes parents parfaits, l'infidélité de mon père, la douleur enfouie de ma mère. C'était comme regarder un tableau familier et voir soudain une image complètement différente. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? À quoi ça aurait servi, a-t-elle demandé. Certaines choses valent mieux rester dans le passé. Vraiment, ai-je contesté doucement. Regarde ce que les secrets ont fait à notre famille. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Plus tard cette semaine-là, en parcourant les réseaux sociaux pour la première fois depuis le mariage, je suis tombé sur un post de Laurent. Des excuses publiques soigneusement élaborées. Sans doute approuvées par l'équipe de relations publiques de son entreprise. À ceux que j'ai blessés par mes actions, j'offre mes sincères excuses. Je n'ai jamais voulu causer de douleur à personne. Surtout à ceux qui me sont les plus chers. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et je m'engage à devenir une meilleure personne grâce à cette difficile expérience d'apprentissage. Un Laurent générique et aseptisé. J'ai fermé l'application après avoir lu les premières lignes, peu intéressé par sa performance publique de remords. La section des commentaires ci-dessous était divisée. Certains lui reprochaient entièrement. D'autres pointaient du doigt Sophie, l'appelant la briseuse de foyer typique. Quelques-uns ont même suggéré que j'aurais dû le gérer en privé au lieu de faire une scène. Je me fichais de ce que pensaient les étrangers. Ils n'avaient pas marché dans mes escarpins de satin blanc. Ce qui m'avait surprise, c'était le visiteur qui s'est présenté à la galerie le mardi après-midi suivant. J'étais en train de cataloguer des pièces pour notre prochaine exposition quand Sarah, la réceptionniste, est apparue dans l'embrasure de la porte. « Il y a un monsieur Dubois ici pour vous voir », a-t-elle dit, les yeux écarquillés de curiosité. Pas eux, pas le plus jeune. Son père. J'ai posé mon clip, redressant ma veste. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Thomas Dubois est entré dans le petit bureau avec la même présence imposante qu'il avait toujours eue. Grand, cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus qu'un mois de mon loyer. Contrairement à son fils, il n'avait jamais été particulièrement chaleureux envers moi. Respectueux, oui, mais distant. Mademoiselle Caldwell, a-t-il dit avec un léger signe de tête. Merci de me recevoir. Monsieur Dubois, ai-je répondu, en désignant la chaise en face de mon bureau. C'est inattendu, dit-il en ajustant ses manches avec des mouvements délibérés. Je serai bref. Je suis venu m'excuser. De tout ce à quoi je m'attendais qu'ils disent, cela n'en faisait pas partie. Excusez-moi. Pas pour le comportement de mon fils. Laurent est responsable de ses propres actions.
Sa mâchoire se serra. Je m'excuse pour mon rôle dans la façon dont il est devenu l'homme qu'il est. Un homme qui trahirait la confiance de quelqu'un comme vous. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Je ne l'étais pas, il a fait une pause, cherchant ses mots. Un père émotionnellement disponible. Je lui ai enseigné le succès, l'apparence, comment obtenir ce qu'il voulait. Je ne lui ai jamais appris l'honneur ou les conséquences. Il a croisé mon regard directement. Tu méritais mieux. Je n'avais jamais dit cela auparavant à personne. L'admission semblait lui coûter quelque chose. Cet homme fier qui montrait rarement de la vulnérabilité. J'ai trouvé que je hochais lentement la tête. Merci de me dire cela. Il s'est levé pour partir. Notre brève conversation apparemment terminée. À la porte, il s'est retourné. Si cela peut vous consoler, sa mère l'a retiré de son testament. Et j'ai clairement indiqué qu'il n'était pas le bienvenu à la fête de Noël de l'entreprise cette année. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Les Dubois n'expriment peut-être pas bien leurs émotions, mais nous avons nos façons d'exprimer notre désapprobation. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment. Retournant notre conversation dans mon esprit. Ce n'était pas la clôture que j'attendais, mais c'était quelque chose, une reconnaissance que ce qui m'était arrivé importait. Que je n'étais pas fautive. Ce week-end-là, Chloé est venue à ma porte avec une bouteille de vin dans une main et des putters de mini-golf dans l'autre. « Habille-toi », a-t-elle annoncé. « On sort. » Le mini-golf ? Vraiment ? Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Nous n'avions pas joué depuis l'université. Oui, le mini-golf. Parce qu'il est impossible d'être triste en essayant de faire passer une balle à travers une éolienne. Elle avait raison. Pendant 3 heures, nous avons joué sur le parcours ridicule. Riant de nos mauvais tirs, encourageant nos rares succès, et nous permettant d'être pleinement présentes dans l'instant. Après, nous nous sommes assises dans un bar à 20 voisins. Légèrement pompette et plus détendue que je ne l'avais été depuis des semaines. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, a dit Chloé, en faisant tourner son merlot. Tu as ri, vraiment ri. J'ai réfléchi à cela. Je l'ai fait, n'est-ce pas? Tu n'es pas brisée, Bérénice, a-t-elle dit, en tendant la main pour me serrer la main. Tu es juste enfin libre. Ce soir-là. De retour dans mon appartement, je me suis retrouvé attiré par l'étagère où j'avais rangé mes vieilles fournitures d'art. Derrière les romans et les livres de référence se trouvait mon carnet de croquis, celui que j'avais abandonné il y a des mois lorsque la planification du mariage avait pris le dessus sur ma vie. Je l'ai sorti avec une boîte de fusains. Assise en tailleur sur le sol, je me suis ouverte à une page blanche et j'ai commencé à dessiner. Pas des fleurs, ni des plans de gâteaux. Ni des plans de table, mais des pièces abstraites audacieuses remplies de feu et de mouvement. Ma main bougeait presque d'elle-même, créant des formes qui parlaient de douleur. De libération et de renaissance. Au matin, mes doigts étaient noirs de fusain, et le carnet de croquis contenait le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui était entièrement à moi. 3 mois après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai reçu un email qui a tout changé à nouveau. Chère mademoiselle Caldwell, commença-t-il. J'ai récemment assisté à votre exposition à la galerie sur les artistes émergents et j'ai été particulièrement frappé par la série de fusains que vous avez organisée dans LA. Lors de notre conversation, vous avez mentionné certaines de vos propres œuvres. J'aimerais discuter de la possibilité d'inclure vos pièces dans notre prochaine vitrine Renaissance créatrice de nouvelles voies dans le monde de l'art. C'était de Marc Dubois. Directeur de la Galerie L'Étoile, un espace petit mais prestigieux connu pour lancer des carrières. J'ai lu l'email 3 fois, sûr que c'était une erreur. J'avais mentionné mon récent retour à l'art lors d'une brève conversation à l'ouverture de l'exposition, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il s'en souvienne. Encore moins qu'il exprime son intérêt. Mon travail était brut, personnel, pas quelque chose que j'avais jamais envisagé de montrer publiquement. Mon doigt a hésité sur le bouton de suppression. Puis j'ai pensé à ce que Chloé dirait. Tu es folle? Réponds tout de suite avant qu'il ne change d'avis. J'ai tapé une réponse, professionnelle mais enthousiaste. Et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me reprendre. 2 semaines plus tard, j'étais debout au centre de la galerie L'Étoile, regardant mes pièces, maintenant correctement encadrées et montées. Être installé sur les murs blancs brillants. Il y en avait 7 au total, une série que j'ai intitulée Fracture et Ascension.
des œuvres abstraites qui racontaient mon parcours de la trahison à la liberté. Celle-ci doit être la pièce maîtresse, a dit Marc, en désignant la plus grande toile. C'était un tourbillon de rouge et d'or, des lignes de fusain coupant comme des éclairs. L'étiquette de la galerie à côté disait « L'hôtel par Caldwell » et en dessous. Le moment où vous dites votre vérité dans une pièce conçue pour vous faire taire. L'ouverture de l'exposition était prévue pour le vendredi soir. J'ai passé la journée à alterner entre l'excitation et la terreur, changeant de tenue 3 fois avant de me décider pour une simple robe noire avec un collier unique et audacieux. Un pendentif phénix en argent que Natacha m'avait offert en cadeau de félicitations anticipées. La galerie s'est rapidement remplie de critiques d'art. De collectionneurs et de curieux locaux qui avaient lu des articles sur l'exposition dans la section culturelle hebdomadaire. J'ai navigué dans la foule, serrant des mains. Répondant à des questions sur ma technique, acceptant à la fois les compliments et les critiques avec autant de grâce que possible. Ce fut lors d'un rare moment de calme. Debout seul près de la table de rafraîchissement, que je l'ai repérée. Sophie, rôdant près de l'entrée, incertaine. Elle avait l'air différente. Ses cheveux habituellement parfaits tirés en une simple queue de cheval, son visage moins maquillé que je ne l'avais vu depuis le lycée. Quand nos regards se sont croisés à travers la pièce. Elle s'est figée. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer, de me tourner pour parler à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, j'ai regardé comment elle rassemblait son courage et se frayait un chemin à travers la foule vers mes œuvres. Elle s'est tenue devant l'autel pendant longtemps, sa posture raide. Ses mains serrées devant elle. Je me suis retrouvé à me rapprocher d'elle, attiré par une force que je ne pouvais nommer. Quand je me suis arrêté à ses côtés, aucun de nous n'a parlé immédiatement. Nous nous sommes tenus côte à côte, regardant la toile qui représentait le moment où notre relation s'était brisée. C'est puissant, a finalement dit Sophie, sa voix douce. Je le ressens dans ma poitrine. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler encore. Elle s'est tournée pour me faire face, les yeux brillants de larmes non versées. Je sais que je t'ai perdu, a-t-elle dit, les mots se précipitant comme si elle les avait répétés, mais ne pouvait pas se souvenir de l'ordre exact. Mais j'espère qu'un jour, je retrouverai le droit de t'appeler ma sœur. La galerie bourdonnait autour de nous, voix et rire, créant un cocon de bruit blanc. J'ai étudié le visage de ma sœur. Le visage que je connaissais toute ma vie, le visage qui m'avait menti, le visage qui montrait maintenant un remords sincère. Le pardon n'est pas la même chose que la réunion. Ai-je dit finalement, les mots venant de quelque part profondément et sincèrement en moi. Je n'en suis pas encore là, mais merci d'avoir enfin vu. Quelque chose a changé entre nous. Pas le pardon. Pas encore, mais la reconnaissance. J'ai ouvert mes bras et elle s'est blottie contre moi. Notre étreinte fut brève, presque formelle, mais c'était un début. Alors qu'elle s'éloignait. Essuyant ses larmes, un homme s'est approché de l'autre côté de la galerie, grand, avec des yeux gentils et un air de calme confiance. « Excusez-moi » a-t-il dit. « Je ne veux pas interrompre. Mais je voulais vous dire à quel point j'ai été touché par votre travail. » Il a tendu la main. « Éloi Moreau » j'écris pour Aristille. « Béatrice Caldwell » ai-je répondu, lui serrant la main. Sophie a saisi l'occasion pour s'éclipser, me faisant un petit signe de tête alors qu'elle disparaissait dans la foule. Cette pièce, a dit Éloi, en désignant l'autel, était audacieuse. Je n'ai jamais vu la douleur et la puissance coexister aussi magnifiquement sur une toile. J'ai senti un petit sourire se former. Merci. Vous aussi, a-t-il ajouté. Un léger rougissement colorant ses joues. Audacieuse, je veux dire. Il y avait une douceur dans notre échange, un intérêt hésitant qui m'a surprise. Pour la première fois depuis des mois. J'ai ressenti un frémissement autre que la colère ou la tristesse. Ce n'était pas romantique, pas encore, mais c'était ouvert. Possible. Plus tard ce soir-là. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai repéré une autre visiteuse inattendue. Ma mère se tenait à l'arrière de la galerie, élégante comme toujours, dans une robe marine ajustée. Elle ne m'avait pas abordé de toute la soirée, mais j'avais senti sa présence, senti qu'elle regardait. Après le départ des derniers invités, elle s'est finalement avancée. Un bouquet de pivoines blanches, mes préférées, dans ses bras. Celles-ci sont pour toi, a-t-elle dit, les tendant comme une offrande. Ton travail est remarquable. Tu es plus que ce que je me suis jamais permis de croire.
Venu de Clara Caldwell, c'était l'équivalent d'un long discours émotionnel. J'ai accepté les fleurs avec un signe de tête de remerciement. Seras-tu au dîner de dimanche cette semaine, a-t-elle demandé, sa voix soigneusement neutre. Je ne suis pas sûr, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de plus de temps. A-t-elle hoché la tête, une déception visible, mais aussi une acceptation. L'invitation est toujours valable. Quand tu seras prête. Nous apprenions, nous tous, à naviguer dans ce nouveau paysage, où les secrets avaient été révélés, où les vieux schémas étaient reconnus, sinon encore brisés. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas joli, mais c'était réel. Une semaine après l'ouverture de l'exposition, un colis est arrivé à mon appartement. L'adresse de retour était celle de Laurent. Pendant un moment, j'ai envisagé de le renvoyer sans l'ouvrir. Ma curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant l'album de mariage numérique. Toutes les photos prises avant la cérémonie. Soigneusement éditées et assemblées dans ce qui aurait dû être notre souvenir. Pas de mots, pas d'explications. Juste les images d'une journée qui s'était terminée très différemment de ce que ces photos souriantes suggéraient. Ce soir-là, j'ai allumé un petit feu dans le foyer extérieur de mon complexe d'appartement. Seul sous les étoiles, j'ai placé la clé USB sur les flammes et j'ai regardé le plastique fondre. Les circuits internes noircirent. Alors que la fumée montait dans le ciel nocturne, j'ai senti les derniers fils de ma vieille vie brûler. Le lendemain matin, j'ai rencontré Chloé pour un café à notre café préféré. Ses yeux se sont écarquillés quand je lui ai parlé de brûler l'album de mariage. Dramatique, a-t-elle dit avec approbation. Alors ? Qu'est-ce qui arrive ensuite pour l'artiste anciennement connu sous le nom de presque Madame Dubois? J'ai ri, en remuant mon latte. En fait, j'y ai pensé. Ton idée de podcast. Les chroniques de la mariée brisée. Chloé s'est redressée. Tu es sérieuse? Pas exactement ce nom, ai-je précisé. Mais quelque chose sur la reconstruction après la trahison. Pas seulement la trahison amoureuse. Toutes sortes. Famille, amis, trahison de soi. J'ai haussé les épaules. Les gens ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Le visage de Chloé s'est illuminé. Nous pourrions interviewer des gens qui ont vécu des expériences similaires. Des experts en guérison, des artistes comme toi qui transforment leur douleur. Elle sortait déjà son téléphone pour prendre des notes. Ça pourrait être énorme. J'ai souri, regardant l'enthousiasme de ma meilleure amie. Il y a 6 mois. Je n'aurais pas pu imaginer être assise ici à planifier un avenir qui n'avait rien à voir avec Laurent. Les centres de table de mariage ou le fait de rentrer dans l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, seul dans mon appartement. Je me suis retrouvé attiré par la chapelle Saint-Nicolas où le mariage était censé avoir eu lieu. Je n'y étais pas retourné depuis ce jour, mais quelque chose me poussait là-bas. Un certain besoin de clôture. Je ne me rendais pas compte que j'en portais encore. La propriété était calme au coucher du soleil, les jardins vides de visiteurs. Le gardien m'a reconnu. Et après un moment de sympathie maladroite, a déverrouillé la porte de la chapelle et m'a laissé à mes pensées. J'ai marché dans l'allée seul. Mes pas résonnaient dans l'espace vide. Les fleurs avaient disparu depuis longtemps, les bancs dépouillés de leur décoration. C'était juste une pièce maintenant, belle, mais dépouillée du sens que j'y avais autrefois attribué. Debout à l'hôtel où ma vie avait changé, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur un rebord voisin, la caméra face à moi. J'ai appuyé sur enregistrer. Il y a 3 mois. Je me tenais exactement dans cet endroit et j'ai choisi la vérité plutôt que le confort, ai-je commencé, ma voix étudiant. J'ai choisi moi-même plutôt que le fantasme qui m'avait été vendu sur l'amour et le mariage et les fins heureuses. J'ai regardé directement la caméra, parlant non seulement à moi-même, mais à quiconque pourrait un jour entendre ces mots. Je pensais que la pire chose qui puisse arriver était d'être abandonné à l'hôtel. Il s'avère que la pire chose était de presque épouser quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment vu. Et la meilleure chose, ai-je souri, sentant la vérité de mes mots alors que je les prononçais. En m'éloignant. La chapelle était silencieuse autour de moi, retenant mes mots comme un témoin. Cette fois, je fais vœu de ne jamais me trahir à nouveau. C'est le seul, je le veux, dont j'aurai jamais besoin. J'ai terminé l'enregistrement et je suis resté encore un moment dans la chapelle silencieuse. Puis je suis redescendu dans l'allée et suis sorti à l'air du soir,
laissant derrière moi les fantômes de ce qui aurait pu être. Plus tard cette nuit-là, après mûre réflexion, j'ai téléchargé la vidéo sur mon compte de médias sociaux privés, non pas pour des vues ou une validation, mais comme un marqueur de mon chemin parcouru. Une ligne dans le sable entre mon passé et mon futur. Alors que j'appuyais sur publier, j'ai pensé au voyage qui m'avait mené ici. De la rupture à la guérison, du silence à la voix. De la femme qui avait presque épousé Laurent à la femme que je devenais. La route n'avait pas été droite ni facile, mais elle m'avait mené ici, à ce moment de force tranquille. Pour ne jamais me trahir à nouveau, ai-je murmuré, levant un verre imaginaire à mon reflet dans la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir semblait non seulement possible, mais plein de promesses. Vous êtes-vous déjà demandé quelle version de vous-même apparaît lorsque la trahison enlève tout ce que vous pensiez être? Abonnez-vous et aimez pour plus d'histoires qui explorent le pouvoir de se choisir lorsque tout le monde choisit de mentir.